fonctionnement dans laquelle vous devez vous poser. Alors, je comprends que ça te démoralise, hein, mais voilà, on a changé d'époque, on est passé du 20e au 21e siècle, on passe de la révolution verte à l'agroécologie, et vous allez faire une agriculture bio-logique, c'est-à-dire vous allez appliquer et capter et comprendre la logique de fonctionnement de la biologie. Et en fait, le redox du sol et de la plante nous a aidé à comprendre ça. Depuis qu'on a été formé par les chercheurs, eh bien, on est beaucoup plus à l'aise pour développer. Donc c'est super intéressant. Les limaces, pareil, en fait, quand elles sont là, elles ne sont absolument pas un peu importantes. Elles cultivent des champignons, et si elles ont assez de champignons à manger, elles ne mangent pas le reste. Et elles mangent le reste quand il n'y a plus rien à manger. Donc je dois cultiver du champignon. Alors est-ce que vous savez comment on cultive des champignons? Mais c'est pas très simple. De la matière organique qui se décompose, enfin c'est pas très compliqué, je vais dire, de la matière organique qui se décompose et de l'urée. Et si tu mets de l'ammonitrate, zéro les champignons. Vive les limaces avec l'ammonitrate et avec l'urée, vive les champignons. Donc pas de limaces parce qu'elles vont s'occuper de semer des champignons et de les manger. Et là on est inquiet, on dit oulala, ça va chauffer dans le monde de planète paysanne. Donc il y a très peu de ravageurs ou de pathogènes agressifs et très peu d'auxiliaires très bénéfiques. En fait, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a énormément de populations, 80%, c'est-à-dire de micro-organismes ou d'organismes qui sont ni bons ni mauvais. Ce sont des opportunistes. Et si vous travaillez mal en agriculture, ces opportunistes, ils vont soit aider les ravageurs, soit, si vous travaillez bien, ils vont aider vos auxiliaires. Et donc, il ne faut absolument pas s'intéresser ni aux pathogènes, ni aux auxiliaires. Il faut s'intéresser à la faune normale de tout ce qui existe sur la Terre, parce que c'est occuper les niches écologiques avec de la biodiversité, qui ne te sert à rien, mais qui sert à contrôler les autres. Parce que tu occupes la place. Et si tu vides la place, ben tu fais de la place pour les pathogènes. Parce que c'est eux qui gagnent en règle générale. Donc finalement, on a des techniques qui arrivent. On peut enrober des semences avec des vitamines, par exemple. On peut utiliser le TCO, la litière forestière, tout ce qui est litière fermentée, etc. On peut avoir des minéraux, du lombricompost, des acides humides, des plantes compagnes. On peut fertiliser avec des oligo-éléments. Voilà tous les outils de la lutte préventive. Quand il y a des insectes piqueurs, suceurs, on envoie du sucre. Parce qu'une plante riche en sucre leur est très défavorable. Alors le meilleur outil de tout, c'est le miel. 10 à 15 grammes de miel hectare, terminé. Vous avez lutté contre les insectes piqueurs-suceurs. Pourquoi? Parce qu'un puceron, par exemple, ou une cicadelle, et vous en avez peut-être d'autres qui sont assez balèzes, eh bien, à un moment donné, ils n'ont pas le foie comme moi, donc ils ne gèrent pas le sucre. Ils ne savent pas le mettre en stock dans le foie. Donc, quand ils sucent une cellule qui est riche en sucre, ils crèvent. Et donc, ils voient ça d'une certaine couleur et ils n'y vont pas. Donc, plus la cellule est concentrée en sucre, moins elle sera attaquée par les insectes piqueurs-suceurs. Ah, génial! Par contre, plus le sucre est dilué avec de l'eau dans la cellule, plus les piqueurs-suceurs attaquent. Et ça arrive quand la plante absorbe des nitrates. Donc la question c'est, est-ce que je produis des nitrates dans mon champ, oui ou non, avec mes pratiques agricoles? C'est ça la vraie question. Et donc pour le savoir, il suffit de faire des reliquats d'azote régulièrement pour avoir le statut de l'azote produit par le sol. Et là on a des surprises, parce qu'un sol compacté va produire des nitrates. En fait, il s'oxyde par un mécanisme qu'on ne connaît pas bien, mais c'est le cas. Et puis on a inventé des insecticides, alors ben, c'est pas dur,
de l'huile d'olive et du savon noir. C'est des excellents insecticides. C'est des insecticides totaux parce que ça empêche les insectes de respirer. Ça tue tout, les abeilles y compris. Donc si vous utilisez ça, le soir. Eh oui. Donc pas de souci. Donc du coup, voilà un petit peu toutes les solutions qu'on pourrait utiliser de près ou de loin pour rentrer dans vos vergers agroécologiques. Donc on a un exemple ici, vous pouvez trouver avec ce lien là, vous pouvez trouver le témoignage de cet agriculteur. Donc il est dans le Lot-et-Garonne, dans le canton de Cancon, et il fait partie des producteurs de prunes et de noisettes. Et ce gars-là, je le connais depuis longtemps, et on travaille l'agroécologie. Alors, c'est pas un long chemin tranquille, c'est le chemin des pionniers. On a dû faire tout avec rien, parce que c'est ça le problème des pionniers. Mais c'est très intéressant. Voilà aujourd'hui son verger de noisetier. C'est-à-dire, plus jamais nous ne faisons de la tonte. L'herbe pousse et on laisse pousser. Et on n'y touche plus. Eh bien, il va voir la suite. Donc, effectivement, il faut ramasser des noisettes chez lui. Donc, on y va. Donc, voilà à quoi ça ressemble. On le laisse intact. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a déjà beaucoup de plantes qui meurent toutes seules parce que c'est des annuelles. Par exemple, celle-là, qui est une luzerne d'Arabie, on la reconnaît, elle a un petit point noir sur la feuille, elle fleurit jaune, et elle s'est mise partout où il y a de la lumière. Voilà. Donc cette plante, elle meurt tranquillement au mois de juin. Donc il n'y a pas besoin de la broyer, et quand elle meurt, elle me redonne de l'azote. Parce que c'est une légumineuse, tout l'azote de la légumineuse est dans la partie végétale. Et donc on s'est rendu compte que le cycle de l'azote est amélioré quand on supprime le broyage. Donc ça c'est un chauffer dur au coin des champs, mais supprimer le broyage, c'est améliorer la récupération de l'azote par le système biologique. Donc on laisse mourir, et puis qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand c'est complètement mûr sous les arbres, on est au mois de juillet. Et donc on vient broyer une seule fois, un mois avant la récolte. Et on met tout en charpie, très 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 fin, une espèce de poussière végétale qui se fait à partir des plantes sèches. Alors s'il faut, on broie 2 fois. Et c'est la seule intervention qui va arriver très tard. Donc ce verger, il produit beaucoup d'humus. On devient auto-fertile. Le seul dernier dossier qui reste, c'est le baladin. Et donc on se demande comment on va le coincer quand il est dans le sol, en fait. C'est là qu'il faut qu'on travaille. Et donc on fait l'hypothèse des champignons. Mais on n'en est pas sûr. Donc on travaille ça. Et puis, ici, on a un problème sur ces prunes qui est arrivé, parce que les pruniers, c'est exactement pareil. On a 6 tonnes de prunes refusées à la récolte, parce que non conformes aux standards de la coopérative. Il n'a pas appliqué le cahier des charges, parce qu'il n'y a plus de produits phyto. Donc là aussi, on rentre devant un vrai problème. C'est-à-dire le cahier des charges, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon? Mais ce qui est sûr, on découvre qu'ils ne sont absolument pas adaptés à mettre les agriculteurs en mouvement vers une autre agriculture. Donc le service local de développement faisait du défi. Alors c'est pas très lisible pour vous, c'est pas très glamour comme diapositive, j'ai récupéré ça d'eux. En fait, globalement, quand tout est refusé, qu'on estime que la récolte va être détruite, mais on l'a valorisée par ailleurs, eh bien, il a un déficit de 150 € hectare. Ça veut dire que même sans récolte, il ne creuse pas un trou abyssal dans la trésorerie. Donc il peut résister à une crise. Donc là, on a cherché une autre valorisation pour ces prunes, parce que ça, c'est le détail des prunes. Et ce qu'on regarde, ce sont les IFT. En fait, l'IFT, il est passé à 0,1 en moyenne dans ce verger. Donc éco-phyto, tout ça, pour nous maintenant, c'est du baratin, c'est de la vieille histoire. Vous pouvez gérer des phytos comme vous voulez, il n'y a aucun problème. Et donc,
il va falloir bouger, visiter, regarder, faire le tour de France, des innovations, voir vous renforcer dans les réseaux paysans, hein, parce que c'est ça qu'on fait. Et donc, en guise de conclusion, voilà le responsable de tout ce qui va se passer maintenant. Donc, c'est le prix Nobel de médecine qui, en 1937, a émis l'hypothèse que toute la vie sur la Terre tient un tout petit peu de courant électrique qui circule dans les êtres vivants. Et quand vous le perdez, vous devez le gagner. Et quand vous le gagnez, vous devez le perdre. Voilà, je vous remercie. Bon, ben, je vous remercie pour votre brillante intervention. Donc il va y avoir beaucoup d'informations à digérer, hein, et peut-être un système à repenser. Voilà, moi je vais laisser la salle s'exprimer. Yves, une question? Non, mais moi j'ai une question. Non. C'est sérieux, hein. Ça fait 2 fois, entre aujourd'hui et il y a 1 an et demi à peu près, à la Chambre d'agriculture de l'Isère, que j'assiste à des conférences de ce genre. Je vous dis sincèrement que ça m'a retourné 2 fois le cerveau. Mais pour la bonne et simple raison, c'est que je me dis, est-ce que ceux qui sont devant moi ont raison, ou est-ce que c'est ceux qui sont derrière qui avaient raison? C'est difficile pour un être humain comme nous d'admettre qu'on ait pu se tromper pendant 50 ans, même si c'est vrai. Aujourd'hui, moi je vois chez moi, comme chez d'autres, tous mes collègues, là, on a enherbé les vergers. Après, de prime abord, sans études spécifiques ni vérification pour aller plus loin, on va dans le bon sens. Oui. Normalement. Oui. Après, il reste à confirmer avec tout ce qui nous a été dit ici, voire améliorer. Donc, finalement, j'allais dire, on n'est pas forcément loin de la vérité, bien qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir. Et le plus difficile pour moi, et sans doute pour d'autres, ça va être de ne plus écouter nos techniciens. Non, mais je le dis, et ça, je le dis, et sans critique pour les techniciens, c'est ne plus écouter les techniciens avec le discours actuel, mais simplement en leur demandant, soit ils peuvent changer de discours pour nous aider à mettre en œuvre des pratiques de ce genre, parce que on a beau dire ce qu'on veut, moi j'ai pas fait des grandes études, mais quand vous me parlez, il y a des fois c'est de l'hébreu. Alors j'aimerais bien comprendre, et j'aimerais bien y mettre en pratique si c'est efficace pour l'avenir, mais on ne le fera pas, moi j'arriverai pas à le faire tout seul. Ce que je veux dire par là, les techniciens, soit il va falloir qu'ils changent de discours, soit il va falloir en trouver d'autres. En fait, ton raisonnement... Non, mais le raisonnement, il est juste. C'est bien la grande difficulté. Et une des difficultés, elle est là. Elle n'est pas de mettre en œuvre la pratique plus ou moins qu'on sait faire. La question qui se pose, c'est ta révolution verte, pourquoi elle ne marche plus? Voilà. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est toujours, ça a été bien identifié dans les cycles économiques. Tu as une innovation qui arrive, on va dire, les pesticides, l'engrais de synthèse, la mécanisation. C'est des technologies tellement performantes qu'elles vont se développer, et à un moment donné, elles vont péricliter parce qu'elles créent plus de problèmes qu'elles ne vont résoudre les solutions qu'elles créent. Donc il y a trop de problèmes. Et donc ton agriculture de la révolution verte, elle est arrivée là, elle a un gros problème, cette agriculture-là, elle a dégradé énormément les sols, d'accord, qui est le premier support de toute la vie et de toute la biodiversité sur la Terre. Et donc, on est arrivé au bout, en plus, avec le réchauffement climatique et le soleil hyper violent qui arrive. Et donc, on va avoir 3 gros problèmes: la pollution par les pesticides, le manque d'eau, le soleil et les sols dégradés en humus.
Et donc tu ne peux plus continuer dans cette agriculture-là, parce qu'on voit que si on continue, on met de plus en plus d'engrais, de plus en plus de pesticides, et tu as de plus en plus de ravageurs, et on n'y arrive absolument plus. Donc, en fait, dans ce cycle de développement, chaque technique a son apogée de développement, ça marchait très bien, et après, c'est de plus en plus d'ennuis, parce qu'il y a quelque chose qui a été loupé. Et donc, il arrive une nouvelle technique pour corriger celle qu'on vous présente là. Elle va être opérationnelle, mais peut-être que si on exagère ou si on loupe quelque chose dans 20, 30 ans, on aura le même problème. Et voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Il y a les jeunes qui continuent et qui se poseront les mêmes questions. Donc, une technique, une technologie en chasse une autre et se met à la place. Et c'est normal parce que le savoir d'aujourd'hui, il a bougé aussi. C'est-à-dire, sur l'azote, tout a été fait depuis les années 95 jusqu'à maintenant. Les nouveaux savoirs autour de l'azote. Avant, c'est les nitrates omniprésents. D'accord ? Il y a quand même peu de bouquins où on trouve encore que les plantes, notamment les noyers, assimilent l'azote sous forme. Eh bien, il y en a zéro. Il y en a zéro. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi je veux bien vous croire. Mais... La vulgarisation n'est pas faite. Hein? Et donc, on a un gros problème dans la R. Il n'y a pas la D, si tu veux. Oui, hein? Ça. Mais oui. Et du coup, parce que mais... pour faire des choses comme ça, c'est très bien. Moi, je veux bien vous croire. Et dans ce cas-là, il y a peut-être des théories qui sont donc, moi, c'est pas un problème. Je suis pas sûre qu'on soit précisément. Donc, le dernier dossier qui a été soulevé, c'est les techniciens. Les techniciens ne peuvent pas développer autre chose que ce qu'ils ont appris. Hein? Et donc, tu vois bien que tout le monde doit bouger ensemble. Le technicien doit mesurer le résultat des nouvelles pratiques. Vous êtes armés pour le faire. Et donc, à tous ensemble, vous allez aller plus vite. Vous allez apprendre tous en même temps. Ça va être passionnant. Il faudra bien que l'administration fasse aussi le pas. Ah mais ça, c'est un autre débat. Et nos amis, les politiques, parce que... Mais tu as bien vu qu'ils sont trop là. Je la pose une question, parce que... Mais les gens, si cela pour pas en même temps, on est mort. Les techniciens, je pense que les techniciens aujourd'hui, il faut sûrement plus les garder et travailler avec eux. Mais parce qu'il faut avoir du recul. Mais je sais qu'un sol, bon là, on nous a présenté un sol qui revit avec de la matière organique, enfin, donc dans les prunes. Moi, j'ai des sols qui avoisinent 5 en matière organique, et cela, malheureusement, ils ne fonctionnent plus. Non, et donc la question que tu dois te poser, c'est pourquoi. Et j'en ai qui sont à 2,5, et cela fonctionne très bien. Oui. Donc ça fait, je suis parti de 1,2, en 20 ans, je suis remonté à 2,5, avec des sols qui étaient de 4 en pH, on a remonté à autour de 7, et grâce à l'apport de chaux. C'est tout grâce aux techniciens, tout ça. Hein. De toute façon, je n'ai pas inventé tout seul. Oui, oui, oui. Et j'ai un recul, j'ai démarré pareil comme les autres avec la PAC en 90. Et en plus, nous, nos sols, ça fait 30 ans qu'ils sont enherbés, seulement il nous faut de l'irrigation. Sans irrigation, c'est même pas la peine d'y penser. Ça, c'est un débat qui échappe un petit peu à notre oxydoréduction, c'est-à-dire c'est un vrai projet de professionnels. Si vous ne faites pas bloc avec un projet d'irrigant, ben, la société, vous l'avez entendu tout à l'heure, elle va vous supprimer l'eau. Oui, mais il n'y aura plus rien. Hein. De toute façon, sans eau, il n'y a pas de vie. Ah, mais on sait bien. Donc, il va falloir très vite choisir. Est-ce qu'on veut des chasses d'eau qui 10 litres à chaque coup que tu fais pipi, d'accord? Ah, mais moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut des piscines dans les champs. Mais de toute façon, aujourd'hui, avec tout ce qu'on pourrait récolter sur Paris, après, il y aurait d'autres problèmes. Hein. Parce que aujourd'hui, on inonde les fleuves avec la pilule, avec ci, avec là, avec tous les antibiotiques, c'est d'autres problèmes. Et donc la question qu'on doit se poser dans ton cas, j'ai trop de matière organique, oui, non. En fait, c'est pourquoi elle ne se dégrade plus. C'est là qu'il y a un problème. Et donc, activité biologique bloquée, matière organique fossilisée. Est-ce qu'on n'a pas un excès de calcium, justement, dans ce sol-là? Est-ce qu'on ne manque pas d'oligo-éléments, etc. Donc, il faut aller jusqu'au bout de l'analyse pour regarder ce qui se passe. Alors j'ai mis aussi des bactéries aussi pour faire travailler, mais non, c'est de la poudre aux yeux ça. Et si tu mets de la litière forestière? J'ai encore pas essayé ça, mais bon. Le reste, je pense que c'est de la poudre aux yeux, parce que les bactéries nouvelles qu'on met dans un sol, elles vont vouloir prendre place la première année, elles vont vouloir s'installer et dégager celles qui y sont. Et après, 2 ans après, c'est exactement la même chose. Non, ce qu'on sait là des bactéries, c'est qu'elles n'agissent qu'une fois, d'accord? Voilà. En gros,
Elles n'ont pas d'intérêt à être renouvelées. Voilà. Toi, tu dois donner un coup de fouet, tu dois actionner le reste. Ouais. C'est-à-dire remettre en route ton écosystème. Et c'est ces systèmes-là qu'on ne sait pas bien faire. Du tout. Voilà. Donc, mais ça,